quelles personnes ont été des joueurs clés pour qu'une école secondaire soit construite à Bouctouche? D'abord, le conseil scolaire de Bouctouche, le petit village de Bouctouche, avait des plans pour l'école secondaire, sur le terrain même où l'école ici est bâtie. Mais l'avenue du programme Chance égale pour tous de Louis Robichaud a changé tous ces plans-là. Alors, Louis Robichaud a transporté à Fredericton toute l'éducation. Donc, l'éducation est une responsabilité du gouvernement provincial et non des paroisses. Donc, c'est ça qu'on appelle chance égale pour tous. Alors, il a pris les conseils scolaires, il y en avait 400, puis il a réduit ça à 33. Sur les 33, il y en avait 13 qui étaient des conseils scolaires francophones. Et chaque conseil scolaire francophone devait avoir son école régionale. Une école qui couvrait toute une région, comme ici, District 12, qu'on appelait ça le District 12. Il y avait les écoles d'Adamsville, aller jusqu'à Notre-Dame, Cocagne, Sainte-Anne. Ça sont bien toutes ici à la polyvalente. Donc, c'est une école qui devait être de 10 à 12. Finalement, on a intégré les 9e par la suite. Donc, en 67, on a commencé la construction, à couler le ciment pour l'école. Et l'école de Bouctouche est devenue l'école polyvalente pour la région. Donc, on fermait 7 ou 8 écoles secondaires pour en faire une. Donc, le ciment était coulé, puis là, on commençait à planifier l'école. Et on dirait que c'est Louis Robichaud qui était l'instigateur de tout ça, notre premier ministre, comme vous savez. Et le conseil scolaire était très heureux de cela. Puis il y avait des gens au conseil scolaire qui ont vu l'avenue de cette école-là comme étant un cadeau du ciel, parce que nos petites écoles francophones étaient démunies de pas mal de choses. C'était la première fois qu'on allait avoir l'industriel, le commerce, les sciences familiales, un gymnase, une bibliothèque. On n'avait pas ça avant. Donc, la planification de l'ouverture de l'école pour 70, le conseil scolaire a ouvert le poste de directeur, puis j'ai été nommé directeur de l'école en 68. Donc, j'étais 2 ans avant l'ouverture de l'école pour planifier l'école. C'est là que vient l'idée, ou c'est là que vient la construction de l'école polyvalente. Ça a été débuté en 67, puis l'ouverture a lieu en 70. Okay? Et ça devenait une école régionale. Et c'était pas l'école de Bouctouche, là. Ça c'était clair, parce que chaque paroisse avait son esprit de clocher dans le temps, là. Sainte-Marie, puis Cocagne, puis Bouctouche, ça se chicanait au hockey, ça là. Alors, comment intégrer tout ce monde-là dans l'école pour en faire une? Donc, c'était l'école polyvalente. Elle n'avait pas encore de nom. Elle a inclus son nom plus tard. Est-ce qu'il y a eu des obstacles à surmonter pour que le projet soit accepté? Il n'y a pas eu d'obstacle dans le sens que la population était fière de cette école-là, était fière de voir ça. On avait à planifier l'école sur 4 ou 5 étapes. D'abord, il fallait voir la construction de l'école, ce qu'on avait à superviser ça. Il fallait voir à la programmation de l'école, quelle sorte de programme qu'on allait enseigner, tout ça. Il fallait voir au personnel enseignant, le personnel qui allait venir ici, transférer d'école ici, puis le personnel qu'on avait besoin. Et il fallait informer les parents. Il fallait informer les parents de cela parce que c'était important. Et il fallait aussi organiser les étudiants qu'il y avait dans les écoles dans ce temps-là. Il fallait les rencontrer pour leur dire qu'est-ce qui allait se faire ici et comment ils allaient venir et quelle sorte de cours ils allaient choisir. Donc, on avait 5-6 choses à faire. On n'a pas eu d'obstacle majeur. L'obstacle majeur qu'on va rencontrer, c'est plus tard. L'école même, le bâtisse même va être un problème majeur. C'est parce qu'on va avoir des problèmes de construction. La planification de l'école a été, d'abord, il a fallu qu'on aille dans chaque paroisse informer les parents. Et dans ce temps-là, on n'avait pas de PowerPoint, là. On n'avait pas d'ordinateur. On ne pouvait pas projeter des images de l'école. On avait les grandes pancartes des architectes, puis on collait ça sur les murs, puis on expliquait l'aile 200, l'aile 300, puis la bibliothèque, puis on expliquait aux parents. Ça, les gens étaient émerveillés de ça. On n'a pas eu d'objection de la part des parents ou des communautés pour cela. C'était grand, c'était quelque chose qui était rêvé pour eux autres, d'avoir une telle école, et la population a accepté le projet assez bien. Donc, on a fait un beau travail dans le sens que on a
informer les parents de tout ce que c'était. Quelques petites questions que les parents nous posaient ici et là, c'était l'idée de comment vous allez surveiller tout ça, la surveillance. Comment les filles vont-ils pouvoir porter le jeans ou les pantalons? Est-ce que les garçons puis les filles, là, dans ce temps-là, vous savez, la mortalité des gens, c'était... alors, on avait quelques petites questions comme ça. Il fallait rassurer les parents qu'on allait superviser les 22 salles de toilette. Et ces choses-là. Ensuite, il fallait assurer que le personnel en place, là, qui était dans les écoles, puisse savoir comment ils allaient être transférés ici. On n'avait pas de problème pour les cours académiques. Français, anglais, mathématiques et sciences. Et français, c'était... On avait le personnel sur place. Donc, il fallait les transférer ici. Il fallait que ces gens-là acceptent de venir à la polyvalente. Mais il fallait trouver le personnel pour l'industriel, le commerce, les sciences familiales. Ça n'existait pas. Alors, Fredericton était réticent à accepter que notre programmation comprenne ça à l'ouverture. Et nous, à l'ouverture, on voulait le tout. Parce que quand tu mets quelque chose par étape, des fois, les deuxièmes étapes ne viennent pas vite. Là, tu sais. Alors, on voulait le tout pour commencer. Alors, il fallait qu'on cherche, nous, des professeurs pour enseigner la mécanique, l'électricité, la charpenterie. Tu sais. Alors, Fredericton acceptait qu'on aille chercher des gens du métier, qui étaient des charpentiers diplômés, etc. Puis, il fallait qu'on leur fasse signer des contrats. Alors, ce qu'on a fait, nous, on est allé chercher des personnes. Par exemple, j'ai été chanceux de trouver un gars de la région ici qui enseignait l'industriel à Centerville, pas loin de Woodstock. Alors, Ted Langis, tu connais, est venu ici. Il a accepté son venir ici. Ensuite, j'ai été chercher un mécanicien. On m'a dit que le meilleur mécanicien de Content Kent, c'était un gars qui travaillait chez Lansbury à Richmond. Edmond Bourgeois. Edmond Bourgeois qui enseignait la mécanique. On m'a dit que le meilleur charpentier de la région, c'était Arsène Hébert, de Cocagne. Arsène Hébert est venu travailler ici. Et un électricien, il y avait Valérie Gauguin. Valérie Gauguin a accepté. Ces trois personnes-là, qui n'étaient pas des enseignants, avaient accepté un contrat et avaient accepté aussi qu'ils allaient continuer leurs études universitaires. Ce qu'ils ont fait tous les trois, puis ils ont gradué de l'université. Puis ils se sont retirés de l'enseignement. Donc, ça, c'était un succès dans ce sens-là. Ensuite, il fallait quelqu'un pour le département de commerce. Un ancien élève que j'ai rencontré à l'université, Normand Brou, est devenu chef de département. Ensuite, j'avais à trouver des gens pour l'éducation physique. Alors, on a trouvé 2 personnes pour l'éducation physique. Il fallait trouver quelqu'un pour les sciences familiales. Donc, il y a une sœur qui m'a dit, il y a une de nos sœurs qui est à des études à Saint-Afex, Saint-François-Xavier, en sciences familiales. On l'a contactée, puis elle est venue chef de département. Alors, j'avais l'ensemble du personnel qu'il fallait pour l'ouverture de l'école. Il fallait maintenant vendre ça à Fredericton. Parce qu'il fallait que Fredericton accepte que la programmation soit conforme à leurs exigences. On a accepté la programmation, puis on a pu ouvrir l'école avec tous ces programmes-là. C'était du nouveau. Pour le personnel, pour la population, et pour beaucoup d'entre nous. La deuxième chose, il fallait équiper l'école. On n'avait pas d'équipement, on n'avait pas de meubles, on n'avait rien tout. Vous imaginez la grandeur de l'école? Il fallait faire les commandes pour tout, aménager chaque salle, chaque classe, chaque département. On a passé un hiver là-dedans. J'ai été aidé par des professeurs, bien sûr, qui étaient chefs de département, qui avaient été nommés. Les chefs de département avaient été nommés avant l'ouverture. Donc, par exemple, les laboratoires, Aldris Légère de Saint-Antoine a beaucoup aidé là-dedans parce qu'il est devenu chef de département. Même chose pour les autres départements. Alors, on s'est présenté à Fredericton une journée avec un paquet de commandes, comme ça d'épais, ce qu'on appelait les green sheets dans le temps. Et on s'est présenté à Fredericton pour avoir tout ce meuble-là, tout cet équipement-là. Vous savez, les fonctionnaires n'étaient pas ouverts trop à l'idée de Louis Robichaud, là, chance égale pour tous. Parce qu'à Fredericton, c'était tout anglais. Hein? Alors, ils étaient sceptiques. Alors, il a fallu qu'on leur prouve davantage que c'était à Bouctouche ou à la Mecque, ou à Chipagan, ou à Caraquette, où on bâtissait des polyvalentes chez Diac, que c'était important qu'on aille.
Alors, le sous-ministre m'avait dit à un moment donné, c'était un M. Atkinson, il m'a dit, Mr. Lorette, you want to drive a Cadillac? J'ai dit non, I want the same thing as any other high school in New Brunswick. Parce que la campagne puis la ville, il y avait, tu sais, donner des écoles comme ceci à la campagne, c'était mal vu, c'était pas vu par tout le monde. Donc, la chance égale d'opportunité de Louis Robichaud nous a permis d'ouvrir la polyvalente en 70, avec toutes les composantes. On avait tous les départements étaient ouverts. On avait aussi planifié le conseil étudiant. Le conseil étudiant existait 1 an avant l'ouverture de l'école. On avait un représentant de chaque école qui se réunissait avec Adélard Cormier pour planifier l'ouverture d'école et former le conseil étudiant. Ça, c'était très important pour nous. Et ça a bien marché. Le conseil étudiant était là 1 an avant. Et donc, il fallait voir la construction de l'école, il fallait voir au personnel enseignant, il fallait voir à donner l'information aux parents, il fallait meubler l'école, il fallait voir au personnel de l'école. On a fait ça dans 2 ans, avant l'ouverture en 70. C'est à peu près ça, là, les débuts de Clément Cormier, puis de tout ça. T'sais. Comment l'école a-t-elle eu son nom? Ah, ça, c'est une histoire. L'école, le conseil scolaire cherchait des noms. On avait plusieurs suggestions pour un nom pour l'école. Louis Robichaud, bien sûr, était un nom qu'on avait sur le tapis. Bon, on se réveille un matin, puis Chediac avait volé notre nom. Alors, Louis Robichaud avait été nommé à Chediac. Donc, il fallait recommencer. Il y avait quelques suggestions qui couraient ici et là. Il y avait on voulait avoir l'école régionale de Bouctouche. Ça avait été rejeté. On voulait avoir l'école Casey Irving. Ça avait été rejeté. On voulait avoir le nom de l'école Marguerite Michaud, l'école qui est en bas ici. On voulait transférer le nom ici. Ça avait été rejeté. Dans ce temps-là, on avait André F. Richard, qui était ministre des Travaux publics à Fredericton, qui était à l'école de Bouctouche. On avait suggéré le nom d'André F. Richard, parce que c'était un politicien bien connu, puis que les gens dans la région étaient connus. Alors, son fils Guy, le juge Richard, que vous connaissez, a été mandaté d'aller voir son père, puis au parler. Et c'est André F. Richard qui nous a suggéré de nommer l'école Clément Cormier. Clément Cormier, c'est le fondateur de l'Université de Moncton. C'est un grand ami avec Louis Robichaud. Alors, le conseil scolaire a accepté de nommer l'école Clément Cormier. Et ça a été l'école Clément Cormier. On avait eu quelques... Parce que Clément Cormier n'était pas tellement bien connu dans la région. Mais en même temps, c'était un nom prestigieux pour l'école. C'était un homme de grande qualité. C'est un fondateur. C'était un père Sainte-Croix. Et ça a été accepté comme ça. Puis on n'en a jamais parlé depuis. C'était Clément Cormier. C'est comme ça que l'école a eu son nom. Est-ce qu'il y a des histoires ou des faits intéressants qui ne sont pas vraiment connus au sujet de l'école Clément Cormier? Ben, peut-être que la construction de l'école, les problèmes qu'on a eu avec la construction, la population n'était pas nécessairement toujours au courant. Je me rappelle la première tempête de neige. L'aile 200 était remplie de neige. La neige avait rentré dans le plafond, les tuiles tombaient. Vous savez, les ventilateurs qu'on a aux fenêtres dans les classes, la neige rentrait par là. Et ça avait été... Puis le toit coulait, c'était un vrai panier. On avait des seaux partout. Ça, peut-être la population. Et je peux vous dire que les élèves ont fait la grève. Une bonne journée, on est venu dans mon bureau. Mon adjoint est venu dans mon bureau pour me dire les élèves s'en vont au gymnase, ils font la grève. Les élèves sont en strike. Parce que l'école avait plusieurs problèmes. La ventilation, l'air, c'est peut-être le même problème encore. Ça fait que comme il y avait la neige quand l'école était ouverte, oui. Ça tombait comme quand il y avait des élèves, etc. Ouais. C'est qu'à un moment donné, le concierge en chef, qui était Antoine Cormier, est venu nous dire, samedi matin, je crois, suite à la tempête, il dit, viens voir ça, il dit, ça coulait partout, tu levais une tuile, puis la neige tombait. Ça a été des problèmes de construction, c'était un petit peu le problème de l'année. Okay. Peut-être la population n'a pas réagi complètement à ça. Au début aussi, avant l'ouverture de l'école, on a retardé l'ouverture de 3 semaines parce que la cour n'était pas pavée.
Fredericton, on pensait que c'était pas nécessaire, mais c'était de la boue. Les autobus ne pouvaient pas faire tout le tour de l'école. Alors, on a tardé l'école, puis Fredericton est venu paver l'école. Ça aussi, ça a été quelque chose des problèmes qu'on a eu à un moment donné. Tu sais. L'école Clément Cormier, la bâtisse elle-même valait pas cher. C'était des grands blocs de ciment à l'extérieur, collés ensemble par un petit foam, que l'air rentrait de là-dedans, etc. Et en dedans, c'était du sheetrock. C'était une école de papier, tu sais, là. Et ça a été réparé depuis ce temps. Ça a pris 40 ans, je crois, avec Adélard, puis Jacques Verge, puis Claude Williams. On est venu à réparer tout ça. Vous avez l'école aujourd'hui qui est très belle, mais ça n'a pas toujours été facile. Ça, je crois que ça a été un des problèmes majeurs. Qu'est-ce que l'école Clément Cormier a apporté à la région de Bouctouche? Ah ben, mon Dieu, c'est énorme. Le programme de chance égale d'opportunité de Louis Robichaud a permis à des milliers d'élèves d'aller à l'école secondaire, de poursuivre au collège communautaire, de poursuivre à l'université. Ça a été une chance énorme parce que dans ce temps-là, la première graduation qu'on a eue ici, il y a eu 140 élèves qui ont gradué. C'était une fête de toute la région. L'aréna était rempli à capacité. Nos élèves débordaient de joie, c'était la fierté. Et c'est encore ça. C'est encore ça. Les élèves de Clément Cormier les jeunes de la région ont pu faire des cours de mécanique, des cours d'industriel, des cours de sciences, des cours de, etc. Tu sais, la plupart des mécaniciens qu'il y a dans la région sont gradués d'ici, tout probablement. Allez partout, vous avez... Alors, l'école Clément Cormier a apporté culturellement, socialement, économiquement, a fait que Kent-Sud est devenu une région comme beaucoup d'autres à cause de la polyvalence. Vos parents sont tous des finissants d'ici. Ils sont tous placés, puis fiers de l'air. C'était tellement nouveau que les gens ont embrassé ce projet-là avec beaucoup d'amour, parce que les enfants à l'école étaient fiers d'être à l'école. Les parents étaient fiers d'amener leurs enfants à l'école. Les temps peuvent changer, mais dans ce temps-là, on avait une belle école. On avait des beaux programmes. Et le personnel enseignant de l'école dans le temps, puis peut-être encore aujourd'hui, était extraordinaire. On a eu du bon personnel enseignant. Il y avait une belle relation entre les élèves et les enseignants. C'était formidable. Le conseil étudiant était vraiment vaillant. Tu sais, j'oublierai jamais le premier bal des finissants. C'était tout beau de voir ça. Mais ça coûtait moins cher dans le temps. Ça coûtait moins cher dans le temps. C'était formidable de voir la fierté, tu sais, le premier bal, tu sais. La première graduation, ça, pour moi, ce sont des événements majeurs de mes souvenirs de l'école. Tu sais. La première année aussi, on a gagné ce qu'on appelait le concours Génie en herbe. À Radio-Canada, ils avaient un concours entre les écoles où on avait 4 élèves qui allaient là un soir, puis posaient des questions, puis ils répondaient aux questions. Puis on a battu toutes les écoles de la province. On a gagné le génie en herbe. Ça avait été un événement important. Il ne faut pas oublier aussi qu'il fallait construire beaucoup de choses qu'on n'avait pas. Nos équipes sportives, l'équipe de hockey, de volleyball, soccer, ça n'existait pas dans notre région, ça. Il fallait mettre tout ça sur pied. Ça, c'est un challenge. Alors, les professeurs d'éducation physique, puis les bénévoles, les professeurs qui s'occupaient de cela, ont fait un effort. Puis aujourd'hui, vous savez ce que c'est. Les cavaliers, les cavalières, ils ont l'honneur d'être des meilleures équipes de la région. Ils font honneur à l'école. Mettre les équipes sportives sur place, c'était nouveau. Le conseil étudiant devait voir à financer ça. Les budgets du conseil étudiant étaient bien. Ça, c'était toutes des choses que l'école est fière de. L'école a bâti, mis sur pied. Puis que ça a encore sa place aujourd'hui. C'est ça qui est le fun, ça. Pourquoi êtes-vous devenu directeur de l'école? Ben dans le temps, là, ça s'est présenté comme ceci. J'avais déjà été directeur d'école secondaire, d'école élémentaire plutôt. J'avais enseigné au secondaire. Puis j'étais arrivé au conseil scolaire ici comme conseiller en pédagogie en 67. J'étais conseiller en pédagogie, je travaillais au bureau du conseil scolaire. Puis l'ouverture de l'école s'est présentée, puis j'ai postulé, puis j'ai eu le poste.
C'était une idée de leadership, c'était une idée de vouloir aller plus loin, c'était une idée de promotion, c'était une idée de challenge, du défi qui se présentait, car on mettait sur pied quelque chose qui n'existait pas, là. C'était formidable, ça, tu sais. Donc, mettre sur pied une polyvalente avec tout cela, c'était le gros lot, là. Tu sais, c'était nouveau, c'était beau, c'était... Puis, savoir le mettre en ordre, le mettre en exécution pour que ça réussisse. Puis je crois que les polyvalentes ont réussi leur rôle. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que c'est encore important. C'était une question de leadership, une question de vouloir aller plus haut, une question de vouloir accomplir des choses. Le challenge était là. Comment avez-vous vécu vos débuts comme directeur à l'école Clément Cormier? Ben, je vous en ai parlé un petit peu déjà. Le début, ça a été un défi énorme, surtout les 2 premières années que j'étais directeur avant l'ouverture. Il fallait faire toutes les choses dont je vous ai dit. Et ça, c'était de l'inconnu. C'était de l'inconnu. Équipé à l'industriel, je ne savais rien de ça. Il fallait aller chercher l'information, l'expertise ailleurs. Puis on a eu beaucoup d'aide dans ce domaine-là. Commander tous les livres pour la bibliothèque, il fallait qu'on aille chercher l'expertise. Équiper les laboratoires de sciences, de chimie, de physique et de biologie, il fallait connaître ça, il fallait que quelqu'un... Alors, ça, c'était le challenge, le défi que nous avions à envisager. T'sais. Le transfert du personnel de l'école à ici, ça a été plus facile, mais aller chercher l'expertise dont je vous parlais tout à l'heure, ça a été compliqué. Assurer que lorsque les élèves seront à l'école, que l'esprit clocher des paroisses disparaisse. Vous savez, moi, je me rappelle avoir été à l'aréna à Bouctouche, Sainte-Marie jouait contre Bouctouche, puis je savais pas qu'il fallait aller sur le bord de Sainte-Marie, le bord de Bouctouche, tu sais. Puis un gars qui m'a dit, tu prends pour Sainte-Marie? Je savais pas. Alors, l'esprit clocher existait hein, entre les paroisses. Alors, les élèves arrivaient à la polyvalente ici, on craignait que cet esprit clocher-là soit transféré ici. Ça a disparu. Le district maintenant, les régions sont beaucoup plus ensemble qu'avant. Je crois que c'est la polyvalente qui a fait que ça s'est amélioré dans ce sens-là. Okay? Alors, je pensais peut-être que les Sainte-Marie, puis les Bouctouches, puis les Cocangues, ça ne s'accorderait pas, tu sais. Vous en rappelez le motto de Cocangue, c'est Cocangue peu, Cocangue veut, Cocangue peu, là. Puis Bouctouche en avait un autre, puis Sainte-Marie avait l'aréna, tu sais, là. Alors, c'était un petit peu ça, l'esprit clocher. Mais ça a disparu. On n'a pas eu de problème majeur avec ça, la polyvalente, tu sais. Quel représente l'école Clément Cormier pour vous? L'école Clément Cormier représente une population qui a eu l'opportunité de venir ici et de s'instruire à la base, de faire son secondaire. Et vous savez, on a gradué des milliers depuis 40 ans, des milliers d'étudiants qui sont dans la communauté, qui ont enrichi la communauté, au point de vue culturel, économique, social, etc. Moi, partout où je vais, je rencontre des anciens Clément Cormier. T'sais. Mon médecin, c'est un Clément Cormier. Mon avocat, si j'ai besoin, c'est un Clément Cormier. Si je vais à l'hôpital, un infirmier, c'est un Clément Cormier. Si je vais au ministère, au gouvernement, dans les ministères, c'est tous des Clément Cormier, puis ils sont tous fiers de me dire allô. T'sais. Alors, l'école a joué un rôle prépondérant dans la société culturelle, économique et sociale de la région. Ça a été formidable. De l'école polyvalente, la création des polyvalentes avec Louis Robichaud, il y a eu la création des collèges communautaires, puis il y a eu la création de l'Université de Moncton. Tout ça mis ensemble, c'est l'œuvre de Louis Robichaud. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui toucherait ça. Personne qui toucherait ça. Et les finissants de Clément Cormier sont dans toutes les sphères de la société, dans toutes les carrières, dans toutes les professions. C'est rare qu'on n'a pas quelqu'un qui est député ou ministre dans le gouvernement qui vient de Clément Cormier. On a eu Claude Williams, puis là, il y a un de nos anciens qui vient d'être nommé dans un des plus gros ministères au gouvernement de Brian Gallant, le ministre de la Finance et des Travaux publics. Il y a les plus gros portefeuilles. Donc, les Clément Cormier sont rayonnants partout. C'est ça l'école Clément Cormier. On peut dire ça pour toutes les polyvalentes aussi, toutes les régions. Ken Sud a eu cette école-ci, puis on ne pourrait pas voir comment on aurait pu faire ce qu'on a aujourd'hui sans ça.
C'est ça le rayonnement de l'école. Nos anciens sont la gloire de notre école. Quels sont vos souvenirs mémorables de votre passage à l'école Clément Cormier? Mes souvenirs mémorables, ça a été les élèves. J'ai eu une bonne relation avec les étudiants, bonne relation avec le personnel enseignant. J'avais un personnel enseignant généreux, dévoué, bénévole dans beaucoup de domaines, dans les sports, etc. Et mes souvenirs, ça a été surtout le climat a été, le climax de la chose, c'était la graduation, la première graduation. Je ne peux pas oublier ça. Ça a été formidable, l'esprit qu'il y avait. Les gens étaient fiers. Tu pouvais sentir ça dans la salle. Les élèves étaient rayonnants, tu sais. Et le personnel était tout fier de ces élèves-là. Et ça a été vrai pour toutes les graduations par la suite, mais la première était spéciale. Puis à chaque année, il ne fallait pas que je dise aux élèves, les gradués, vous êtes la meilleure classe. Parce qu'ils me disaient, non, non, monsieur, toi, c'est la première. C'est vrai que c'était la première graduation. Quand on a gagné le génie en herbe, ça a été toute une fierté pour l'école. Première équipe, je me rappelle, une fois, on avait gagné un championnat provincial au volleyball, au gymnase ici. Ça aussi, ça avait été un élément important. Mais la bâtisse elle-même n'a jamais été de gloire. Excepté qu'aujourd'hui, peut-être, c'est mieux, là, tu sais. Mais ça a toujours... Malgré ça, on avait une excellente équipe. Ça a été à peu près ça. L'école Clément Cormier a toujours été une école qui a été bien vue, bien supportée par la communauté. Les gens ont supporté Clément Cormier. J'ai jamais eu de problème majeur avec des personnes qui condamnaient l'école pour avoir fait telle et telle chose. Ça a toujours été un support. Tu sais. Les parents étaient toujours là, les professeurs étaient toujours là. Les élèves en général, pendant mon mandat, ont été excellents. Le petit problème ici était là. Au début, la drogue n'était pas connue. Par la suite, ça a été un petit peu le problème avec le temps. 2-3 ans après, ça a été, il fallait surveiller, il fallait avoir des sessions d'information pour savoir ce que c'était. L'informatique n'était pas dans l'école encore, donc informatiser l'école, c'était pas encore fait. On avait tout encore à la mitaine, on faisait tout à la mitaine, les bulletins, etc. Par la suite, les problèmes de comportement des élèves, de la drogue, puis les problèmes mentaux, ça est venu un petit peu plus. Maintenant, aujourd'hui, vous savez ce que c'est. Par de ça, ça a été... mes souvenirs sont bons. C'est positif. T'sais. Si vous aviez à vendre l'école Clément Cormier en quelques mots, que diriez-vous? Parles-tu de la bâtisse, là? Je pense que c'est l'école en l'école, général. non, l'école... La bâtisse, maintenant, aujourd'hui, est belle. Elle est toute réparée. Mais je ne l'aurais pas vendue très cher avant. Là, vendre l'école Clément Cormier, dans le sens que je viens de vous dire, ça a été la formation qu'on donnait aux élèves. Ça a été le personnel. Ça a été les étudiants qui sont maintenant, les gradués qui sont maintenant dans toutes les sphères de la société. C'est ça qui fait. T'sais. Tu vas aller à l'université, ils sont avec les Aigles Bleus, ils sont avec le soccer, ils sont avec le hockey féminin. Ils sont partout, nos élèves. T'sais. Il y a toujours un Clément Cormier quelque part qui mène. Il y a toujours un Clément Cormier qui est président ou directeur général, etc. Que ça à l'université, au collège communautaire, au gouvernement. Moi, je vais souvent au gouvernement, où j'allais souvent pour des présentations, puis il y avait toujours un petit Clément Cormier dans le coin. C'est ça qui fait que l'école Clément... Vendre l'école Clément Cormier, c'est les anciens qui le font. C'est la réputation de l'école, c'est les équipes sportives, c'est tout ça. Et ça, c'est fait. Ça se fait bien, ça se fait avec beaucoup de fierté.